Et si les États-Unis et Israël reprennent ces frappes de décapitation, ces assassinats de dirigeants iraniens, que pourrait faire l'Iran alors? Assassiner les monarques. Mohammed Ben Zayed deviendrait une cible. La famille Al-Khalifa deviendrait une cible. Leur ministère de la Défense deviendrait des cibles. C'est œil pour œil. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un membre de la délégation iranienne aux négociations, présent à Islamabad, qui le dit ouvertement. Voilà ce qui arrivera ensuite. C'est le prix à payer. Bon, c'est en farsi. Les locuteurs du farsi comprendront. Voici comment Mohammad Marandi le résume. Le député iranien et membre du collectif de négociation, Mahmoud Nabavian, déclare que si des dirigeants iraniens sont assassinés lors d'une attaque, tous les despotes complices du Golfe Persique seront tués et leurs palais détruits. Donc, je pense que l'Iran a encore des moyens d'action ici. Et Trump, lui, ne semble pas le comprendre. Il évite aussi toute responsabilité démocratique aux États-Unis. Après la guerre du Vietnam, une nouvelle règle a été instaurée par le Congrès. Le président, après 60 jours de conflit, doit retourner devant le Congrès pour obtenir une autorisation. Et ce que Trump dit, c'est que le projet Freedom n'est qu'un geste humanitaire. Ce sont ses mots, un geste humanitaire, ce qui, selon lui, signifie que le conflit n'a pas repris. Il utilise toutes sortes de formules trompeuses pour éviter de demander l'autorisation du Congrès, pour éviter, en fait, de respecter la Constitution. C'est une guerre profondément antidémocratique qui est menée. Pete Hegseth a déclaré qu'après la signature du cessez-le-feu, au bout de 39 jours, la guerre avait été mise en pause. Non, les États-Unis sont toujours en guerre. Ils violent la Constitution. Ils enfreignent une règle du Congrès en vigueur depuis longtemps, simplement pour relancer un conflit qu'ils prétendent ne pas avoir recommencé. C'est un mensonge gigantesque. Je n'avais encore jamais entendu quelqu'un faire cet argument, que parce que la guerre est en pause, et donc qu'elle a commencé il y a plus de 60 jours, ça voudrait dire que le compteur repart à zéro et qu'il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation du Congrès. C'est un raisonnement inédit. Celui ou celle qui l'a inventé mérite un prix d'écriture créative, pas un prix de droit. Mais c'est la ligne qu'ils ont choisie. Pendant ce temps, Trump doit gérer les prix de l'essence, qui sont au plus haut depuis 4 ans. De plus en plus d'élus républicains entendent leurs électeurs leur dire que cette situation n'est pas bonne. Ils s'inquiètent pour leur réélection. Trump doit les écouter, même s'il essaie toujours de ramener tout à lui. Trump has to listen to them as much as he tries to make everything about himself. He has to at least pay attention to the fact that, Il doit au moins prêter attention au fait que des membres de son propre groupe parlementaire disent maintenant que tout ça menace leur réélection. Donc, il est coincé. Mais il n'a pas de réponse, parce qu'il refuse de leur dire qu'il a perdu, qu'il a échoué. Et il n'est pas encore prêt à défier Israël, du moins pas publiquement. Alors, il gagne du temps. Il invente de nouvelles fausses histoires sur une soi-disant opération pour libérer le détroit, alors qu'il n'a même pas l'intention d'envoyer des navires combattre l'Iran. Bref, il est dans une impasse, et maintenant, on attend juste de voir combien de temps il peut encore faire durer les choses. Et ces remarques de Trump étaient vraiment révélatrices de ses priorités, et à quel point il est perdu, politiquement perdu. J'adore le décor ici. Golden Years. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Attendez. C'est n'importe quoi. Regardez ça. Je parle de tout ce que vous obtenez là. Vous vous levez quand je dis qu'on ne peut pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. On ne peut pas. Mais j'ai fait quelque chose qui était, je ne sais pas, peut-être insensé, peut-être courageux, mais c'était intelligent. Je le referais. Mais je pensais que les chiffres seraient bien pires. Je pensais... Je trouvais ça insensé, courageux, peut-être même intelligent. Enfin, quand quelqu'un dit que j'ai fait quelque chose de stupide et que j'ai simplement déclenché cette guerre,
Ça montre à quel point il est imprudent. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ensuite. La bourse aurait beaucoup plus chuté. Je pensais que les prix du pétrole allaient grimper bien davantage. J'ai dit, mais on n'a pas le choix. Que ça arrive ou non, je dois faire ce qui est juste. C'est ce sentiment-là. Regardez ça. À ce moment-là, le prix du pétrole était au plus haut depuis le Covid, autour de 108 $ le baril. L'inflation explosait. La bourse venait de subir une nouvelle dégringolade. Et lui, il dit qu'il pensait que ça pourrait être encore pire, mais qu'il l'aurait fait quand même, parce que selon lui, c'était la bonne chose à faire. Pourtant, avant le 28 février, il n'a jamais expliqué au public américain pourquoi il devait attaquer l'Iran. Toute la décision a été prise lors d'une réunion dans la salle de crise, avec Netanyahou à la tête de la table et Trump assis sur le côté. Netanyahou et le directeur du Mossad ont dicté leurs instructions à Trump, et Trump a suivi leurs ordres pour lancer une attaque surprise visant à décapiter la direction iranienne. Et maintenant, il dit qu'il pensait que la situation serait encore pire qu'elle ne l'est déjà. Ça montre à quel point il est complètement à côté de la plaque. Et sa propre base en prend plein la figure. Je pense que le point clé ici, c'est le coût des engrais qui explose. Une grande partie des engrais passe par le détroit d'Ormuz. Et les prix montent tellement que franchement, les agriculteurs en Asie, en Afrique, en Europe vont être durement touchés. Certains n'auront même plus d'engrais du tout. Mais aux États-Unis, ça touche directement la base de Trump, celle du cœur du pays, les producteurs agricoles qui l'ont renvoyé à la Maison-Blanche. Ma famille cultive la terre depuis 100 ans. On n'a pas envie d'être celui qui n'arrive pas à faire perdurer tout ça, tu vois. Je suis républicain, j'ai voté pour cette administration, mais ma patience commence à s'épuiser. Nous sommes ici, au cœur du delta du Mississippi, pour parler avec les agriculteurs de l'impact de la guerre avec l'Iran sur leur vie. Ah, ça a été terrible. La fermeture du détroit d'Ormuz fait flamber les prix, du carburant diesel, des engrais et de tout le reste. On achète un peu à la fois, et parfois on sait qu'on n'a que 2 semaines de carburant devant nous. Ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement l'effet d'une année difficile. On a perdu des clients pour toujours. Ils ne reviendront jamais parce qu'on est considéré comme un fournisseur peu fiable. Je paie 60% de plus pour le gasoil que ce que je payais il y a 45 jours. On a besoin de gasoil pour tout. Pour labourer, pour semer, pour récolter. Et le prix du gasoil ne cesse de grimper, comme ça, tu vois. Ça nous impacte vraiment durement. Tu n'as pas le choix, tu sais, il faut y aller et l'acheter, peu importe le prix. Ils ne peuvent plus payer le diesel. Ils ne peuvent plus acheter d'engrais. Ils sont complètement dans l'impasse. Et au final, c'est nous tous qui en payons le prix, avec la hausse des prix alimentaires, alors que l'inflation explose. Mais Trump pensait que ça pourrait être encore pire. Vous savez, j'ai la solution pour ces agriculteurs. Il suffit de faire venir les Israéliens, ceux qui ont fait fleurir le désert. Non? Hein? Vous savez, Israël, avant qu'Israël n'arrive en Palestine, c'était juste du désert. Et puis les Israéliens ingénieux, comme le veut le mythe israélien, ont fait fleurir le désert. Alors pour compenser ces agriculteurs qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ne savent pas travailler la terre comme les Israéliens, eh bien, faisons venir les Israéliens. Après tout, toute cette guerre est pour eux. Donc les Israéliens ont sûrement la solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés aux agriculteurs américains. Oui. Qu'est-ce que les Israéliens ont fait? Ah oui, ils ont pris le contrôle de toutes les orangeries de Jaffa, ont expulsé les Palestiniens et ont fait fleurir tout ça. Très réussi, vraiment.
Oui. Malheureusement, cet enseignement autochtone n'est pas vraiment transposable aux États-Unis parce qu'il n'y a plus de terre à coloniser ici. Donc je ne sais pas, les Israéliens doivent trouver une autre idée pour réparer les malheurs qu'ils ont causés, le désordre qu'ils ont provoqué. Mais bon, oui, Trump doit forcément recevoir ce message, malgré, tu vois, la sorte de bulle isolée qu'il a autour de lui. Il y a bien quelque chose qui doit passer à travers. Et lui, il n'a absolument aucune en haut. Aucune. And he's got no answers whatsoever. Absolutely none. I mean, I actually think Je veux dire, tu vois, lui, franchement, je pense qu'il croit vraiment à ses propres conneries. his own bullshit. Quand on regarde ses délires nocturnes avec Laia, on voit bien qu'il est persuadé d'avoir toutes les cartes en main. Franchement, on dirait un sketch de fin de soirée. Jimmy Kimmel pourrait faire ça. Nous, à The Grey Zone, on n'a même pas besoin de s'y mettre. Mais on en est arrivé à un point où il n'y a plus grand-chose à dire sur Trump. C'est devenu une blague de talk-show libéral, un truc de Blue Anon. En fait, les Blue MAGA n'ont pas complètement tort. Les boomers turbolibes ont globalement raison, sauf sur un point. Penser que négocier avec la Russie, c'est mal. Eh bien, et ils avaient même raison sur un point. C'est un agent étranger qui agit pour une puissance étrangère. Ils exécutent simplement les ordres de leurs oligarques. Encore une fois, c'est juste le mauvais passeport. Il est israélien, pas russe. Oui. Israeli, not Russian.